Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur comment apporter de la liquidité sur le Ledger XRP. Donc la vidéo, l'ensemble se composera en deux vidéos. Une première sur l'émission de tokens, donc de jetons, avec une utilisation dans ce qu'on appelle un Central Limit Order Book. Et une deuxième vidéo sur un plus grand sujet qui est l'AMM, donc Automated Market Maker. Donc, il faut savoir que un des moyens donc les trois moyens de rajouter la liquidité sur XRPL, ça va être l'émission de tokens, qui soient fongibles ou non fongibles. Donc les non fongibles vont être tous les NFT qui vont pouvoir représenter des items dans des jeux, qui vont pouvoir représenter des œuvres d'art, donc tout ce qui va être autour de ce qu'on appelle la Real World Tokenization, donc la tokenisation d'actifs de la vie réelle, et des tokens fongibles, dont une des premières réalisations sont tous les stablecoins. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est Central Limit Order Book, donc on va rentrer en détail dedans, mais c'est toute la possibilité de pouvoir s'échanger de manière décentralisée et transparente ces jetons sur le Ledger. Et il y a un mois ou deux est apparu le Automated Market Maker sur le Ledger XRP que l'on verra donc dans une seconde vidéo. Donc les tokens fongibles. Un token fongible, ce sont des tokens, donc des jetons qui appartiennent à une même collection et qui sont donc interchangeables. C'est pour ça que un des premiers cas d'usage, quand on pense à comment ça peut être représenté, quelle est la première source de représentation dans la vie réelle, vont être tout ce qui est la monnaie. Si vous arrivez avec 10 € pour vous acheter une baguette, que ce soit le billet numéro 10 ou le billet numéro 100, c'est la même chose. Donc ils sont interchangeables. Ça va être la même chose sur les tokens fongibles sur la blockchain avec les stablecoins. Donc sur le XRP Ledger, des tokens fongibles sont issus, donc créés par une adresse, par une personne, avec un code qu'on peut les retrouver. Par exemple, vous allez pouvoir avoir des stablecoins USD, et la différence entre deux stablecoins vont être quelle personne l'a créé sur le Ledger. Ensuite, ça peut représenter pas mal de choses. Donc on a parlé des currencies pour les stablecoins, mais ça peut aussi représenter d'autres crypto-monnaies. Par exemple, sur le Ledger, il y a des tokens qui ont été créés pour représenter la valeur du Bitcoin ou la valeur de l'Ether. Si par exemple certaines personnes veulent sur le Ledger échanger leur XRP ou leur stablecoin pour acheter ces crypto-monnaies, on a aussi la même chose avec les communautés pour acheter par exemple de l'or ou d'autres métaux précieux directement sur le XRP Ledger. Et donc le but du stablecoin, c'est de suivre et de traquer la valeur de l'actif qu'il représente. Donc s'il représente l'USD, le stablecoin aura tout le temps un stablecoin USD vaudra tout le temps $1. Et c'est la même chose pour une commodité. Si vous achetez l'équivalent d'un stablecoin qui représente l'or, si l'or monte, votre stablecoin qui représente cette commodité va monter aussi. Et ainsi de suite si ça représente d'autres assets. Plusieurs moyens pour faire ça, soit l'entreprise qui a créé le stablecoin va pouvoir le faire en ayant les réserves directement en dollars par exemple, ou alors il y a d'autres entreprises qui vont investir ces dollars-là dans des bons du trésor par exemple qui ont un risque très 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 faible et permettent donc de pouvoir représenter à n'importe quel moment qu'ils ont dans leur compte suffisamment d'argent pour représenter la valeur du stablecoin et que les gens puissent ainsi avoir confiance dans ce qu'ils achètent sur la blockchain. Donc
Le moyen pour représenter sur le Ledger XRP ces tokens, c'est à l'aide de ce qu'on appelle des trust lines. Donc, une trust line, ça va être un moyen, c'est un contrat entre deux personnes, deux comptes, qui va représenter une envie de s'échanger un certain montant d'une certaine monnaie. Donc la monnaie, comme je l'ai dit juste avant, comme on peut voir là sur le JSON à gauche qui représente la création de cette trust set, il va y avoir une currency, donc qui est représentée par un code, et un issuer. Donc c'est comme je vous le disais dans la précédente slide, chaque monnaie, chaque token est représenté par un code et une personne qui a créé cette monnaie. Et l'objectif de cette trust set, ça va être, moi par exemple, Guillaume, je vais décider d'ouvrir une trust line avec la personne qui a créé le stablecoin USD sur le Ledger XRP, et je vais dire, je suis prêt à ouvrir une trust line à hauteur de 10 000 $, et ça va me permettre de pouvoir échanger ce token-là. Et ensuite, je pourrais l'échanger avec toutes les personnes qui ont aussi ouvert une trust line avec cette même entité qui a créé ce stablecoin-là en particulier. Un des gros avantages, c'est que dans d'autres blockchains, donc par exemple typiquement Ethereum, il n'y a pas cette notion de trust set. Il y a ce qu'on appelle des ERC20, c'est-à-dire des tokens qui sont créés et qui après peuvent être envoyés à n'importe quel compte sans avoir préalablement accepté de recevoir ce jeton-là. Le problème de ça, c'est que vous pouvez vous retrouver à recevoir des jetons que vous ne désirez pas du tout, et ça peut poser plein de problèmes d'un point de vue bas. Par exemple, si vous avez une entreprise et que vous faites la comptabilité à la fin de chaque mois, vous n'avez pas envie de vous embêter à faire la comptabilité de tous les tokens que plein de personnes vous auraient envoyés pour X ou Y raison. Ensuite, dans tout l'écosystème blockchain et crypto-monnaie, en ce moment on parle beaucoup de régulation, et avec la régulation, on a envie d'avoir des adresses qui sont, on va dire, propres entre guillemets, c'est-à-dire qui font des échanges qu'avec certaines personnes. On n'a pas envie de recevoir par exemple des stablecoins d'une personne qui aurait acheté des choses illégales sur des sites illégaux, et de nous envoyer des stablecoins, puisque ça va un petit peu, on va dire, entacher la réputation de notre adresse. Donc grâce à ce système de trust line, ça permet d'éviter toutes ces choses-là. Et la dernière chose, c'est que c'est directement intégré aux fonctions du XRP, comme on a pu voir dans notre précédente vidéo. Le Ledger XRP est détient un grand set de fonctions directement intégrées au XRP qui permettent, sans avoir à créer de smart contract ou quoi que ce soit, d'arriver et d'utiliser les trust lines. Et d'ailleurs, ça fait la suite avec ce qu'on appelle Central Limit Order Book, puisque une fois que vous avez créé votre token, il est directement intégré à ce Central Limit Order Book sans que vous ayez rien à faire. Et donc ça permet que votre token puisse avoir relativement beaucoup de liquidité, car les gens vont pouvoir arriver, l'acheter, le vendre sans que vous ayez à créer un smart contract ou à créer un set de fonctions pour mettre en place ce système. Donc le Central Limit Order Book, c'est un moyen pour des personnes, donc des acheteurs et des vendeurs, de pouvoir s'échanger des tokens. Pour ça, il faut voir ça comme en fait un set de fonctions sur lesquelles les acheteurs et les vendeurs vont pouvoir émettre des ordres, aussi bien d'achat et de vente. Et en fonction de ces ordres-là, si par exemple moi je veux acheter un XRP à 50 centimes de dollars et quelqu'un est prêt à le vendre à 50 centimes de dollars, et ben le Central Limit Order Book va voir ces deux ordres, va dire ah bah les deux ordres ont le même prix et vont pouvoir s'échanger, et moi je vais recevoir par exemple des stablecoins, je vais recevoir des XRP si j'étais à l'achat de XRP, la personne qui les a vendus va recevoir des stablecoins. Donc
Les ordres qui sont placés sur ce Central Limit Order Book sont ce qu'on appelle time priority, c'est-à-dire qu'ils vont, la première personne qui va mettre son ordre sur ce Central Limit Order Book sera exécutée avant d'autres personnes qui mettraient des ordres au même prix. Et ensuite, on va avoir une liquidité qui va être liée en fonction des prix auxquels les gens vont acheter vont mettre leurs ordres. C'est-à-dire qu'à tous les prix auxquels les gens vont mettre leurs ordres, il va y avoir une certaine quantité. Donc, par exemple, vu que le prix actuel du XRP est à peu près autour de 50 centimes de dollars, il va y avoir énormément d'achats, par exemple à 50 centimes, à 49 centimes, 48 centimes, à l'achat et à la vente 50 centimes, 51, 52, et donc sur tous ces prix, il va y avoir pas mal de quantités. Mais les gens peuvent aussi les mettre beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut et créer ainsi une liquidité plus ou moins étendue. Donc on verra juste après sur un diagramme comment ça se représente. Le seul problème qu'il peut y avoir sur ces Central Limit Order Book, c'est que vu que c'est les utilisateurs qui vont mettre des prix à certains niveaux, on peut se retrouver avec des énormes gaps de prix. Par exemple, très souvent autour du prix auquel s'échange le jeton, les gaps ne sont pas hyper importants, mais dès qu'on s'en éloigne, on peut par exemple passer de 45 centimes au prochain ordre d'achat à 25 centimes, ce qui fait que lorsque quelqu'un va vouloir acheter ce jeton-là, il peut tomber de 45 centimes à 25 centimes, enfin vendre son jeton, tomber de 45 à 25 centimes, et du coup le vendre d'un coup beaucoup moins cher, et ça pose certains problèmes, mais qui vont être résolus grâce à ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, qui est l'AMM. Donc, une petite visualisation de ce Central Limit Order Book. Donc, comme on peut voir, en vert, c'est tous les ordres qui sont à l'achat, et en rouge, c'est tous les ordres qui sont à la vente. Donc, sur la partie de gauche, on peut voir tous les prix d'achat et de vente. Donc là, le dernier prix, c'est 2,8596. Ensuite, au-dessus, on a 2,87, 2,80, et ça monte jusqu'à 2,95. Et après, en dessous, on a 2,87, et ça va descendre petit à petit. Et à droite, on va avoir, enfin toujours sur la partie de gauche, mais au milieu, on va avoir tous les volumes, c'est-à-dire à combien, sur chaque prix, quel est le nombre de tokens qui sont prêts à être achetés ou à être vendus. Ce que montre particulièrement ce diagramme, c'est que le moins 48% et le plus 171%, ça montre que pour 10K, donc qui n'est pas une somme énorme, pour 10 000 $ de volume, donc c'est-à-dire d'échange, le prix peut varier de 171%. C'est bien ce que je montrais avant, c'est que sur les Central Limit Order Book, sur des marchés qui sont peu liquides, c'est-à-dire qu'il va y avoir très peu d'ordres à certains prix, le changement en termes de prix peut être énorme lorsqu'on décide d'acheter beaucoup ou de vendre beaucoup de ce jeton, et peut causer donc ce qu'on appelle du slippage, c'est-à-dire une variation assez importante du prix, et se retrouver à être exécuté en voulant par exemple acheter à 2,85 € ce jeton-là, se retrouver à l'acheter à 3 € ou 3,10 ou 3,20 si on décide d'exécuter un certain nombre de volumes. Et ce qui nous emmène sur notre prochaine vidéo, qui va être sur l'AMM, donc Automated Market Maker, qui permet de contrer ce problème de manque de liquidité sur les marchés. Donc, merci d'avoir suivi cette première vidéo, et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur l'AMM.